Je suis l'éditorialiste politique de France Inter. Je fais mon édito tous les matins à 7h43 ou 44. Voilà, j'ai été journaliste politique pendant de longues années, mais pas simplement. J'ai été grand reporter au service étranger d'RTL pendant des années. J'ai parcouru le monde, correspondant aux États-Unis pour RTL aussi, notamment au moment du 11 septembre. Voilà, je suis un reporter à la base. Et puis, depuis 10 ans, je fais l'édito politique tous les matins sur France Inter. Oui, il y a de l'ambiguïté, mais elle est quand même positive. Hein. Moi, je pense que De Gaulle a quand même sauvé la France et la République, au moins en 1958, d'une guerre civile qui était annoncée. Mais il est arrivé au pouvoir de façon un peu ambiguë. Et surtout, il a écrit la Ve République, ou fait écrire la Ve République comme ça en un mois, et il l'a fait adopter de façon populaire. Mais normalement, des institutions, ça se fait par une constituante, avec des parlementaires, des gens qui représentent la diversité. Là, ça s'est fait dans l'urgence. Et les conditions démocratiques dans lesquelles la Ve République est arrivée pouvaient laisser croire qu'on allait aboutir finalement à un pouvoir personnel et totalitaire. En fait, on aboutit simplement à une constitution très efficace, un peu déséquilibrée à mon goût et au goût de beaucoup de gens, en faveur de l'exécutif par rapport au législatif, c'est-à-dire le président et le Premier ministre par rapport à l'Assemblée, mais à des institutions vraiment démocratiques et solides. Et dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, finalement, on n'est pas mécontent d'avoir des institutions solides. Ça, c'est une question de philosophie politique que je ne tranche pas. Est-ce que des institutions qui sont la règle du jeu démocratique et qui ont un poids même sur nos débats, est-ce que des institutions doivent épouser le penchant d'un peuple? Nous, on est un peuple très politique, on aime le débat et on aime se disputer, on n'aime pas trop le compromis, on est révolutionnaire et éruptif. Ou est-ce qu'une constitution doit être faite pour calmer pour amoindrir les penchants parfois un peu durs et agressifs d'un peuple? La réponse, moi je ne l'ai pas, mais en tout cas, la Ve République, elle a été faite pour régler au départ une impuissance publique de la Quatrième République. Et elle a été faite à un moment où on était au bord de la guerre civile et en pleine guerre d'Algérie. Donc on a fabriqué un char d'assaut. Mais un char d'assaut en temps de paix, en temps calme, il ne faut pas utiliser tous les attributs. Si par exemple vous avez un char d'assaut pour aller au boulot tous les matins comme véhicule, il n'est pas nécessaire d'utiliser le canon trop souvent. C'est un peu ça le problème de la Ve République, elle est trop armée. Mais finalement, on vit en démocratie et on vit dans une démocratie stable, et c'est ce qu'on peut quand même ce qu'on peut avoir de mieux en ce moment, je pense. Oui, c'est pas une histoire retranscrite, c'est-à-dire que je suis ni dans cette bande dessinée, François Varzala qui fait le dessin et moi, on n'est ni historien ni journaliste tout à fait, alors que je suis journaliste. Hein. J'ai pris quelques libertés avec la vérité parce que j'ai mis en scène, voilà, quand je fais fumer de l'opium à De Gaulle, hein, il y a la scène d'ouverture où Malraux arrive avec un peu d'opium et à colomber les deux églises à la Boisserie. Il fait fumer le général pour le faire parler un petit peu, parce qu'en 1957, on ne savait pas ce qu'il avait dans la tête. Et tous les gaullistes se disaient, mais bon, il va revenir, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour l'aider? Et il disait rien. Donc là, comme il ne parlait pas et qu'ils essayaient tous de le faire parler, moi je l'ai fait parler avec un peu d'opium. Voilà. J'ai un peu décoincé le général, si vous voulez. Donc les faits historiques sont vrais, la chronologie est vraie, les dates sont les bonnes dates, mais il y a beaucoup de fiction et de mise en scène quand même. Mais parce qu'il n'y a rien de plus ardu que des institutions, c'est très juridique, les termes sont compliqués, c'est un peu emmerdant comme ça. Mais c'est la règle du jeu de notre démocratie, donc il faut la connaître. Et moi j'ai trouvé que quand on m'a proposé, quand Laurent Muller des Arènes m'a proposé ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, parce que d'abord ça va s'adresser, je pense, aux grands ados ou aux étudiants, mais en fait on a tous besoin, moi en travaillant là-dessus, ça m'a servi aussi, on a tous besoin de se rafraîchir les idées sur la Ve République et sur les règles du jeu de notre démocratie, et qui d'ailleurs formatent nos débats, la teneur de nos débats.
Ah oui, c'est lui qui doit rendre pas chiant un truc qui est à la base un peu quand même ardu. J'ai quand même fait des situations de dialogue un peu vivantes. Rendre le général de Gaulle un peu attrayant, sympathique, alors que c'était quand même une statue vivante, très digne, qui ne montrait jamais... Enfin, il n'y avait pas de vie privée avec lui. Le général de Gaulle n'avait pas de vie privée, il souriait très peu. Bon, mais en fait, c'est quelqu'un qui avait de l'humour, de la sensibilité, une grande solitude souvent. Quand on est haut, on est seul. Et je trouve que François a réussi, François Varzala, le dessinateur, a vraiment réussi à l'humaniser sans non plus le rendre banal. On voit un moment le général de Gaulle en pyjama, ce qui est un peu inconcevable. On raconte d'ailleurs comment une femme de ménage de l'Élysée s'est fait virer de l'Élysée parce qu'elle avait simplement photographié la chambre à coucher du général de Gaulle. Alors, le lit fait, etc. On ne photographie pas la chambre à coucher du général de Gaulle. Donc, nous, on l'a fait en pyjama. Plus personne n'est là pour nous virer, heureusement, mais voilà, il fallait rendre humain sans non plus le faire descendre de son piédestal, et ça, François l'a très bien fait selon moi. Oui, il faut que ça soit ressemblant, sans que ça soit... Il y a un exercice très fort. À un moment, je fais l'analyse des portraits officiels du président. Et c'est très intéressant parce que chaque portrait, le décor, la position, dit de l'époque et dit de l'homme, dit de la conception du pouvoir du président en question. Et ce sont des photos, évidemment, ces portraits. Et là, évidemment, on ne voit pas de photos. C'est les portraits par François Varzala. Et je dois dire que c'est très réussi parce que c'est pas de la caricature, c'est pas non plus de l'hyper-réalisme. Allez voir, vous verrez, c'est très réussi, je trouve. Oui, parce que dans le portrait officiel, il a voulu un peu singer celui de Gaulle. Et de Gaulle, si vous regardez le portrait officiel, il a la main posée, non pas sur une table, mais sur une table avec 3 livres. Il était tellement grand, qu'il fallait, pour pas que sa main, plus il était assez malhabile avec ses grands bras qu'il encombrait comme des grandes ailes, donc il ne pouvait pas être au garde à vous non plus, donc il avait la main posée sur des livres. Et Pompidou a voulu faire à peu près la même chose, sauf que lui était plus petit, donc la main est directement sur la table, ce qui fait bizarre. On a l'impression qu'il a besoin de la table pour tenir debout. Et il est un peu plus rondouillard, comme ça fait un peu plus culbuto, donc c'est un peu malhabile. Si on veut faire comprendre ce qu'est la Ve République, il faut d'abord faire comprendre, le titre est peut-être pas le bon, c'est pas l'histoire de la Ve République, c'est la Ve République. Ce qui est important, c'est de savoir comment elle est arrivée là, comment elle s'est installée, par la guerre d'Algérie, etc. Le retour de Gaulle, 1962 qui est une étape importante où il y a un référendum pour imposer l'élection du président de la République au suffrage universel, ce qui n'était pas le cas en 1958. Et donc, il fallait que ça soit chronologique, parce que c'est une histoire un peu oubliée, jusqu'en 69, donc après 68 et le départ de Gaulle en 69. Parce que ce qui est important, c'est de connaître les règles et de savoir comment c'est arrivé. Donc savoir comment c'est arrivé, c'est chronologique, jusqu'au début. Et puis après, j'allais pas faire la chronologie jusqu'au bout. Les gens d'abord la connaissent un peu mieux, et puis c'était pas le propos. Après, je voulais expliquer vraiment ce qu'était la Ve République, quelles étaient les règles du jeu, quoi. Voilà, les règles du jeu. J'explique comment qu'on est passé à un moment de 5 ans à 7 ans. La raison du quinquennat, elle n'est pas abordée en tant que telle, elle le sera peut-être dans une autre édition augmentée, etc. Mais moi je trouve que ça ne change pas grand-chose aux grands équilibres. Le temps politique s'est accéléré, et 5 ans aujourd'hui, ça fait peut-être même plus long que 7 ans il y a 20 ou 30 ans. Et contrairement à ce que beaucoup de journalistes ou certains constitutionnalistes disent, le fait d'avoir fait le quinquennat, est-ce que ça a encore plus déséquilibré les institutions, le législatif par rapport à l'exécutif? Moi je pense pas, c'est pareil, ça n'a pas changé grand-chose. Simplement, ça accélère le rythme des élections présidentielles. Et comme moi je trouve personnellement que c'est l'élection présidentielle, le mode d'élection présidentielle qui est le principal défaut, puisqu'il personnalise à outrance et il empêche justement cet esprit de coalition ou de compromis. Puisqu'on élit un homme plus pour l'homme qu'il est que pour ce qu'il dit ou son programme.
Bon, voilà, c'est tous les 5 ans au lieu de tous les 7 ans. Mais est-ce que c'est plus long aujourd'hui, tous les 5 ans, dans le monde tellement rapide qu'il y a 30 ans, tous les 7 ans, je pense pas. Donc c'est signalé, mais on n'en fait pas un thème, effectivement. C'était l'éditeur qui a publié en français Economics et qui avait bien aimé le côté didactique de l'auteur de Economics qui comme ça se baladait dans les concepts économiques et qui pouvait faire tableau noir et qui m'a proposé ça. J'ai trouvé ça amusant jusqu'à ce que je vois mon image évidemment qui est sympathique, mais que évidemment quand on voit son image c'est bizarre. Mais j'ai trouvé ça amusant parce que je me suis dit tiens, je vais aller interviewer Michel Debré en 1958 alors que évidemment j'étais pas né. Et puis ça aide c'est vrai que ça fait un peu guide, le guide dans un musée. Bon, il y a des moments où je fais la voix off, où je fais du décryptage, du sous-titrage. Ah là il dit ça, mais en fait il pense ça, il peut pas le dire. Voilà. Et par exemple, pour interviewer donc Michel Debré, qui est le rédacteur c'est lui qui a écrit la Ve République, j'ai demandé à Jean-Louis Debré, son fils, qui a été président du Conseil constitutionnel, de répondre à la place de. Donc il a fait cet exercice, il est venu avec les notes de son père, et puis j'étais dans son bureau, et puis les questions qui sont dans la BD, vous verrez, ont été posées vraiment au fils de Michel Debré, qui donc a joué le rôle de son père. Ce qui d'ailleurs a été quelquefois un peu pénible pour lui, parce que Michel Debré était très Algérie française. Et il a fait ses institutions avec pouvoir fort pour l'exécutif, en espérant que ça allait permettre au général de Gaulle d'avoir une autorité assez grande pour pouvoir imposer l'Algérie française. Je n'étais pas tout à fait dans l'idée du général de Gaulle, qui était plus ouvert, qui ne savait pas ce qu'il allait faire en 58. Et donc quand quand le personnage que je représente demande à Michel Debré en 58, est-ce que vous êtes sûr que vos institutions vont permettre à l'Algérie d'installer dans la France, le vrai Jean-Louis Debré, avant de me répondre, dit vous êtes dur parce que maintenant moi je sais, mais mon père évidemment. Donc ça a été un exercice pour lui qui était intéressant. Et voilà comment j'ai procédé. Et ce petit personnage du journaliste qui se balade, c'est un peu un fantasme de reporter dans le temps. On est reporter dans l'espace et on rêve tous d'être reporter dans le temps. Voilà. Grâce à la BD, j'ai pu l'être. Ah bah non, j'explique la 5e, il n'y a aucune raison que j'en sois le fossoyeur. D'abord, je pense qu'elle va durer, je pense qu'elle a des tas de qualités, je pense qu'elle a beaucoup de défauts, mais elle a été toilettée beaucoup au cours de sa vie. Là encore, Michel Debré voulait qu'elle soit dans un roc, qu'elle soit dans du marbre, et en fait elle a été toilettée heureusement, notamment le rôle du Conseil constitutionnel. À partir du moment où en 1974, le président Giscard d'Estaing fait une réforme qui permet à l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel, ça transforme les institutions, ça l'ouvre, et notamment ça donne un rôle à l'opposition qui modifie dans le bon sens un peu le déséquilibre qu'il y a entre le législatif et l'exécutif. Donc elle respire quand même cette constitution. Par exemple aussi dans les années 70, le Conseil constitutionnel a décidé tout seul qu'il allait juger de la constitutionnalité des lois, non seulement sur le texte lui-même, mais aussi sur son préambule qui comprend la Déclaration des droits de l'homme, ce qui lui donne une latitude. Vous voyez comme c'est gonflant et un peu chiant, là, sans dessin, les institutions. Voilà pourquoi il faut des dessins. Donc là, je m'aperçois que rien qu'en vous le disant, mais avec les dessins, c'est mieux. Bien sûr, une 6e est possible, puisqu'il y en a déjà eu 5. Et puis, ce qui changerait, c'est l'exécutif. Mais nous, on change de république dans les crises uniquement dans les moments de crise. C'est d'ailleurs un problème parce que du coup on fait des institutions pour régler une crise. Et du coup on se retrouve, comme je le disais tout à l'heure, avec des institutions surarmées. Mais une constitution idéale, si elle pouvait exister pour la France, ce serait une constitution qui assure une stabilité politique tout en pouvant, dans le monde tel qu'il est, assurer une démocratie quotidienne. La démocratie, c'est pas que les élections, c'est aussi la participation entre les élections. Et là, en ce moment, dans le monde démocratique, il y a ce qu'on appelle l'illibéralisme. C'est toutes ces démocraties où finalement on élit des hommes forts qui tuent la démocratie entre les élections, avec l'assentiment des peuples. Donc
la pente des démocraties en ce moment, elle n'est pas très réjouissante. Et moi, je pense que s'il devait y avoir une sixième république un jour, ça serait une république plus fluide, avec beaucoup plus d'organismes pour que les gens puissent participer plus au quotidien. Mais quand on veut essayer de représenter mieux les gens, souvent, c'est la stabilité qui en pâtit. Il faudrait trouver un système, c'est un peu la quadrature du cercle, qui assure à la fois la stabilité et la vivacité du pluralisme démocratique. Pas tellement, j'ai honte de le dire, mais je vais me rattraper parce que maintenant je découvre le monde de la bande dessinée, je découvre sa richesse, mais moi j'étais un grand lecteur de grands classiques quand j'étais jeune, voilà. Évidemment, journaliste, Tintin, j'ai tout lu et ça m'a donné envie. Astérix, tous les classiques, quoi. Là, je vois aussi, je suis très intéressé par le livre de mon ami Philippe Collin, Le voyage de Grob. Et je découvre, puisque bon, je vais signer dans des librairies et je découvre le monde de la BD et la richesse. Et puis mes enfants, comme accès à la culture, accès à la littérature même et accès au savoir, voilà, là je leur ai acheté Philosophix, et ils dévorent ça et je trouve que moi je suis épaté par la richesse et puis j'ai beaucoup aimé aussi le travail, le découpage et le travail avec le dessinateur parce que en travaillant, je travaillais au post-it, c'est-à-dire que je découpais, je faisais les planches et les cases, je les découpais dans ma tête, et puis voilà, les bulles parlées, les bulles pensées, les voix off, tout ça j'imaginais, sans avoir vraiment, j'avais fait qu'une seule BD avant, sans avoir vraiment appris. Je me suis un peu renseigné avec d'autres auteurs pour savoir comment ils faisaient, et beaucoup de scénaristes travaillent au post-it. Et en plus avec François, ce qui est compliqué, c'est qu'il habite Nantes, j'habite Paris, donc on n'avait pas de séance en commun. Donc, et lui me disait non, pour raconter ça, il me faut quand même 2 cases de plus, ou là en fait pour raconter ça où tu mets 3 cases, je mettrais bien ça dans une case d'une demi-page où je pourrais faire justement tout un grand... voilà. Et on avait des discussions comme ça et c'était vachement intéressant. C'est vraiment un mode narratoire qui me plaît beaucoup, j'ai envie de continuer. Peut-être pas parce qu'il y a une grosse part narrative qui est prise par le dessin et qui m'a... Le boulot au total, oui, si on additionne le boulot du dessinateur et du scénariste que je suis, oui, peut-être. Mais mon boulot, il y a beaucoup d'ellipses qu'on peut faire grâce au dessin. Et il y a beaucoup de textes dont on peut se passer parce que la situation dessinée le rencontre. Agrémenté de la petite voix off, on peut dire des tas de choses. Moi j'ai découvert ça, j'ai beaucoup retravaillé parce que les premiers jets n'allaient pas et après les premiers crayonnés on a changé certaines situations. Enfin c'était passionnant à faire, c'est passionnant et mes murs de post-it me manquent là, où j'ai bougé comme ça. Enfin voilà. En ce moment c'est Vauquier, ouais. Parce que voilà quelqu'un de très lettré et qui a accès à la complexité des choses et qui a décidé de tout simplifier. Alors tout simplifier pour, pense-t-il, pouvoir avoir l'assentiment du peuple, ou alors est-ce que parce qu'il pense que le peuple pense simplement, ou est-ce qu'il... Et en simplifiant, il ne simplifie pas que dans la forme, il simplifie aussi dans le concept. Il dit d'énormes conneries, quoi. Est-ce qu'il y croit ces conneries-là, ou est-ce qu'il se dit, pour avoir le pouvoir, je dis ces conneries-là, et puis je ferai autre chose après, ou alors est-ce qu'il se dit, pour avoir le pouvoir, je dis ces conneries-là, je les appliquerai après. La dernière hypothèse m'effraie, mais j'arrive pas à y croire, je suis assez... Peut-être qu'il a compris que
on était au temps de la simplification et que ceux qui auront le pouvoir seront les simplificateurs et donc autant simplifier soi-même plutôt que laisser les gros bourrins le faire, je ne sais pas. Comment ça se passe dans sa tête? J'aimerais bien parler de ça avec lui. Le problème c'est qu'il ne vient plus à France Inter, il ne veut plus nous voir. Donc, si jamais il regarde Laurent Wauquiez, si tu nous regardes, si tu es un fan de BD et que tu es sur ce site, ce merveilleux site de BD, appelle-moi, je voudrais te parler.